L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction est aujourd'hui Néo Verriest, étudiant en histoire à l'université de Grenoble. Il nous parlera de ses rencontres avec les déportés, rescapés de la Shoah et anciens résistants qu'il côtoie. Bonjour à vous Néo. Bonjour Magali. Vous êtes encore jeune, mais vous avez déjà un parcours très riche, puisque vous êtes investi dans le devoir de mémoire depuis la fin du collège. Tout à fait, j'ai commencé donc à m'investir, j'avais 14 ans et demi. C'était donc en 2018. J'avais écrit donc pour le journal de mon collège un recueil de témoignages qui est paru donc dans le journal de mon collège à Toulon. Un recueil de témoignages sur la résistance et la déportation. Et déjà à l'époque, vous voyez, j'avais cette idée de la diversité des mémoires qu'on pouvait faire coexister dans un même travail de mémoire, si vous voulez, vu que j'ai rencontré anciens résistants, anciens déportés, enfants cachés, et ainsi de suite, rescapés du STO. Je m'étais rendu compte que le voisin de ma grand-mère, qui donc allait avoir 95 ans à l'époque, avait été responsable d'un mouvement de résistance assez connu dans un secteur du Pas-de-Calais. Et c'est là que je me suis dit, mais il va avoir 95 ans, et j'ai pris la mesure que de fait, ça serait une mémoire qui un jour allait disparaître, et qu'un jour il n'y aurait plus de témoins de cette période. Et puis finalement, avec le fossé qui se creusait, si vous voulez, avec cette période, ça deviendrait une mémoire de plus en plus compliquée à transmettre vis-à-vis des jeunes générations. J'ai toujours été passionné d'histoire, et j'ai toujours eu donc ce souci finalement de l'histoire et de la mémoire. Et donc c'est comme ça que je suis allé l'enregistrer. J'en ai fait part donc au journal de mon collège, qui m'ont proposé donc de mettre en valeur ce témoignage, mais à condition qu'on en fasse un hors-série et qu'il y ait donc d'autres témoignages. Et c'est comme ça que j'ai contacté la première survivante des camps que je suis allé rencontrer, puis une seconde, une survivante de Ravensbrück, avec qui d'ailleurs j'ai par la suite animé des conférences dans les établissements scolaires. Donc voilà, c'était le début d'un travail de très longue haleine. J'ai été contacté d'ailleurs par la fille d'un survivant de Mauthausen qui m'avait dit que son père n'avait jamais témoigné et qu'elle voudrait bien qu'on essaye de voir si avec moi ça passerait mieux. Eh bien, c'était à l'été 2019. Eh bien, figurez-vous donc que cette interview, elle a eu lieu. Ce monsieur avait été déporté pour fait de résistance. Il était originaire de Toulon. Et l'interview s'est très bien passée finalement. On a réussi petit à petit, et il pleurait énormément, petit à petit à obtenir des réponses à nos questions. Déjà, j'avais pris l'habitude, vous voyez, de, dans mes interviews, donc de m'adapter suivant la personne que j'avais en face, suivant sa sensibilité, suivant son histoire, suivant qui elle est aussi finalement. J'avais déjà pris il y a 15 ans l'habitude de m'adapter. Et puis donc j'avais réussi à obtenir des réponses. C'était une interview très émouvante, et à l'issue de cette interview, cet ancien déporté a sorti une vieille valise qui datait de son rapatriement en juin 45, et il en a sorti sa tenue rayée bleu et blanc. Et il m'a dit cette phrase qui m'avait profondément marqué. Ça fait 75 ans que je la garde sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, j'ai compris. Et bon, dans la mesure où ce monsieur est aujourd'hui décédé, je peux plus lui demander qu'est-ce qu'il voulait dire précisément, mais je suppose qu'il a compris que, effectivement, c'était important de transmettre et de laisser une trace. Et du coup, c'est comme ça que je me suis parti de là, j'étais lancé. Et puis donc, de Toulon, j'ai rencontré des survivants dans le Var. Puis j'ai pu rencontrer pas mal de survivants dans les Alpes-Maritimes grâce à mon ami Michel qui s'occupe de l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés des Alpes-Maritimes, mais également des anciens résistants de ce côté également. Et puis à Nice, j'ai rencontré l'extraordinaire et merveilleuse Denise Toros-Marter et quelques autres survivants d'Auschwitz, Lucie Cohen, René Marcos, etc. Marcel Tomaso, qui était un résistant déporté à Mauthausen, l'ancien directeur de la Marseillaise. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer un certain nombre de survivants que j'ai filmés, enregistrés, retranscrit leurs entretiens. J'avais 14, 15, 16 ans. Ça a commencé à susciter un peu de curiosité de mes professeurs déjà, qui trouvaient ça assez curieux mais très intéressant. Et c'est ma merveilleuse professeure d'histoire-géographie au collège qui m'a demandé si à tout hasard on pouvait organiser donc des rencontres témoignages avec ces
des survivants avec des résistants dans les établissements scolaires de Toulon. Et donc ça, c'est une autre page qu'on va peut-être évoquer par la suite, je suppose. Qu'on va évoquer évidemment. Et vous avez vu juste, puisque les derniers témoins disparaissent malheureusement, et qu'en parallèle aussi, les falsifications de l'histoire se multiplient. Tout à fait, c'est assez impressionnant de constater. On est, je pense, à un tournant majeur de la manière d'aborder cette histoire, dans la mesure où effectivement, il y a de moins en moins de témoins. Et finalement, tant que les témoins étaient là, c'était une certaine sécurité parce qu'ils étaient là pour défendre cette histoire, pour défendre cette mémoire. Et en effet, maintenant que les témoins sont de moins en moins présents et peuvent de moins en moins témoigner, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais dans d'autres cadres, et j'oserais même vous dire, je ne rentrerai pas dans les détails, même un peu dans le domaine universitaire, on assiste effectivement à une certaine falsification, et quand on ne peut pas aller jusqu'à une falsification, on a une certaine manière de détourner l'histoire, de l'instrumentaliser aussi, et je trouve ça assez effrayant, si vous voulez. Et donc, sans le vouloir, finalement, nous qui sommes des passeurs de mémoire, on doit se faire aussi défenseurs de cette mémoire, et c'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Tout à fait. Et alors, on évoque un petit peu donc toutes ces personnes que vous avez eu la chance de rencontrer. Vous avez permis à certains d'obtenir la Légion d'honneur. Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est pas si vieux que ça, figurez-vous. Oui, j'avais été contacté au printemps dernier, donc par les services des victimes de guerre et anciens combattants qui voulaient savoir si on pouvait décorer donc des anciens résistants pour le 15 août dernier. Et j'ai monté deux petits dossiers, donc deux dossiers pour deux personnes que j'apprécie énormément. Une dame qui est toujours de ce monde, qui habite à Manosque et qui était très jeune résistante dans le Pas-de-Calais, très jeune résistante dans un réseau exclusivement féminin, dans les cités minières du Pas-de-Calais. Et après-guerre, elle a eu une vie assez remarquable. Et quand elle est arrivée dans le sud de la France, Thérèse Dumont, elle s'est beaucoup investie pour savoir ce qu'il en était de l'occupation dans son département. Bon, elle a pu rencontrer des anciens résistants et constater que ça n'avait vraiment rien à voir entre le Nord-Pas-de-Calais, qui était un territoire qui avait été déjà occupé en 1914, qui avait été très marqué par 1870, et puis occupé dès 1940, etc. Et le sud de la France, qui n'a pas du tout vécu la guerre de la même manière. Et puis, elle a également constaté, quand elle était arrivée à Manosque, que de fait on parlait des déportés résistants, mais très peu dans les années 70-80 des déportés de la Shoah, des déportés juifs. Et donc elle a beaucoup œuvré pour la constitution donc des premières listes des déportés avant même finalement le travail de Klarsfeld. Enfin, et puis un travail de mémoire remarquable auprès des établissements scolaires, mais quelqu'un de très humble d'ailleurs, comme toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et alors du coup, donc j'ai simplement réuni des documents, pareil pour un autre monsieur, un ancien résistant qui habitait pas loin de Toulon et que j'ai connu à 15 ans. Et il racontait cette anecdote assez régulièrement d'ailleurs. Et donc j'ai constitué, pareil, réunir les documents pour Marius, pour Thérèse, constituer des petits dossiers. Et ils ont été tous les deux décorés, donc Thérèse par le président de la République le 15 août, et Marius, qui ne pouvait pas se déplacer, on a organisé dans sa maison de retraite la remise donc une dizaine de jours après. Et alors peu cher, il a eu donc sa Légion d'honneur, il a eu 100 ans une semaine après, et puis il est décédé quelques jours après. Bon, c'est quand même une belle revanche sur la vie de terminer comme ça. Tout à fait. Et donc voilà, bon, j'ai pas beaucoup d'autres Légions d'honneur à mon actif, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal en effet. Et alors, au devoir de mémoire, on juxtapose de plus en plus le travail d'histoire. Et le président fondateur de la Fondation du Camp des Milles Mémoire et Éducation, Alain Chouraki, parle aussi de courage de mémoire. Quelle est votre analyse ? Alors, mon analyse, en effet, c'est que cette expression travail de mémoire, je l'aime beaucoup. Déjà parce que c'est Simone Veil qui l'a dit et que j'aime beaucoup Simone Veil. Effectivement, la notion de travail de mémoire et pas de devoir. Si vous voulez, parmi les survivants, bon là je vais parler très typiquement des déportés que j'ai rencontrés, il y en a certains qui ne se sont pas du tout fait un devoir de témoigner, c'était même plutôt le contraire, et pour qui ça a été un
réel travail sur eux-mêmes pour arriver à témoigner, pour arriver déjà à poser des mots là-dessus. Si vous saviez le nombre de déportés qui m'ont dit « je n'en ai pas parlé à mes enfants », ça m'a beaucoup marqué. Donc c'est vrai que je trouve que cette injonction très impérieuse de devoir de mémoire, je ne pense pas que ce soit la plus adaptée. Et effectivement, un travail, j'aime beaucoup. Et alors, la notion de courage de mémoire, aujourd'hui, justement, ça revient par rapport à ce que on avait évoqué tout à l'heure, par de plus en plus ces tentatives de falsification de l'histoire et instrumentalisation de l'histoire. Et de fait, ça devient de plus en plus compliqué d'aborder certaines pages de l'histoire, et en particulier la Shoah. C'est très malheureux, mais bon, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Dans certains établissements scolaires, j'en suis tout à fait conscient. Je suis étudiant en histoire, je vois également ce qui se passe autour de moi dans la faculté, et j'ai tout à fait conscience qu'aujourd'hui les choses sont pas simples, et en particulier en ce qui concerne la Shoah. Et parce que justement il y a certains étudiants, certains élèves, certains professeurs qui vont avoir tendance, surtout certains élèves, à faire des rapprochements qui n'auraient pas lieu, et par rapport à une actualité ou non. Et ça, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter. Il faut bien remettre, je pense, quand je fais une intervention, quand on organise une intervention, je demande à ce que le professeur ait bien préparé ses élèves. Alors donc je veux bien qu'ils aient en tête ce que ça veut dire un génocide. Je veux bien qu'ils aient en tête ce que ça veut dire donc la déportation. Qu'ils aient un minimum donc de connaissances, de fondements qui ne puissent pas permettre et qui ne laissent pas lieu à des raccourcis infondés et qui pour moi sont totalement irrespectueux de la mémoire en général. Pour cela, je pense qu'il faut un certain courage aujourd'hui, et en particulier en 2024, pour aborder ces mémoires auprès des plus jeunes. Pour cela, ça m'amène à vous demander, vous avez quelques années de plus à peine que les jeunes que vous rencontrez, alors sont-ils plus réceptifs aux messages que vous faites passer ? Ces jeunes, oui, ils sont très réceptifs, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que si vous voulez, quand ils se retrouvent face à un témoin, ce n'est plus des vagues notions historiques, ce ne sont plus des chiffres, ce ne sont plus... Tout ça, ça n'a plus lieu. Si vous voulez, quand ils se retrouvent face à un témoin, c'est l'histoire qui s'incarne. Et donc, ils se rendent compte qu'en effet, ils ont une personne qui avait leur âge pour certains, et donc qui s'est retrouvé donc dans telle situation, qui a eu à faire des choix, ou non d'ailleurs, qui a subi. Et c'est vrai que ça, c'est assez remarquable, parce que vous savez, j'ai amené une amie qui était très jeune résistante à Grenoble dans un établissement scolaire. C'était une classe très bruyante, je me rappelle encore. Et quand Clémentine a pris la parole, la première phrase qu'elle a dit, « J'ai passé 4 ans sans savoir si je serais encore en vie le lendemain », ça a mis une chape de plomb, un silence, et il n'y a plus un bruit pendant 1h30. Ça m'a impressionné. Et c'est vrai que non, les élèves en général, quand ils sont bien préparés, ça aussi j'insiste beaucoup, je vois vraiment la différence entre des élèves bien préparés par leur professeur, et bon, ça c'est un autre sujet. En général, ils sont très réceptifs, et j'essaye en effet de me mettre un peu à leur niveau, et donc à la fin de reformuler un petit peu les questions. Mais si vous voulez, c'est pas parce que je suis là et que je suis jeune que le message passe mieux, c'est surtout parce qu'ils ont un témoin en face d'eux. Et ça, je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est quelque chose d'extraordinaire pour des élèves, pour des collégiens d'aujourd'hui, pour des lycéens d'aujourd'hui. C'est vraiment la dernière génération à avoir encore accès à des témoins directs. Et je trouve ça extraordinaire, vraiment, toujours cette fusion, vous savez, à la fin d'un témoignage, avec des premières interventions que j'avais organisées, avec une rescapée de la Shoah, qui a fait son premier témoignage à 97 ans devant des élèves, qui a raconté comment elle a échappé à la rafle du Veldiv, comment elle a traversé la ligne de démarcation et ainsi de suite pour aller se cacher en zone sud. Eh bien, à la fin, les élèves venaient pleurer dans ses bras, c'était particulièrement marquant. Et là-dedans, si vous voulez, j'ai eu ça, mon rôle a été très minime, finalement. C'est vraiment le témoignage. Et malheureusement, d'ici quelques années, on n'aura plus de témoins, ça sera terminé, cette période des témoignages, et il faudra apprendre à transmettre autrement. Mais si vous voulez, vraiment, j'ai eu des retours extraordinaires des enseignants, et j'ai eu des retours extraordinaires des
élèves que j'ai à Toulon, que j'ai pu croiser 2-3 ans après dans la rue, qui me demandaient « Oh là là, et comment est-ce qu'elle va, la mémé ?» et tout. Et ça les avait tellement marqués, si vous voulez, ils étaient vraiment... Et puis ils avaient compris le message, en général, ils avaient envie de le transmettre. Alors bien sûr, quand vous faites des témoignages, il y en a toujours un ou deux qui sont pas très attentifs, mais en général, l'ensemble c'est extraordinaire. Un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est quand j'avais fait venir justement à Toulon mon ami Denis Toros-Marter, donc, ainsi que Esther Sonneau, une rescapée d'Auschwitz qui était descendue depuis Paris. Et alors là, en effet, les élèves avaient pu voir donc deux survivantes qui avaient exactement le même âge, mais qui venaient de milieux différents, qui ont eu des destins différents, vu qu'une a été arrêtée 1 an avant, elle a échappé à la rafle du Veldiv, l'autre était à Marseille, en zone sud, etc. Et puis qui ont vécu aussi la déportation différemment, puisque Esther a fait les marches de la mort et ainsi de suite quand Denise a été libérée à Auschwitz. Et donc 2 personnes qui ont vécu les choses différemment. Et ça les avait fait beaucoup réfléchir parce qu'ils me demandaient des questions donc un peu comparatives, si vous voulez. Donc vous avez vécu ça, et vous, comment est-ce que vous avez traversé ça, qu'est-ce que vous avez ressenti, et ainsi de suite. Et je trouve vraiment que le message est très très bien passé vis-à-vis de ces élèves parce qu'ils avaient beaucoup travaillé la question en amont avec leurs professeurs, voilà. Donc finalement, pour vous répondre tout de suite à votre question, le fait peut-être que je sois jeune et que je sois un peu l'intermède, en effet, peut-être que ça joue un peu, mais finalement, le plus beau, c'est le lien qui va se nouer entre les élèves et les témoins. Tout à fait. C'est vrai que dans quelques années, on aura les vidéos, mais ça sera bien, mais ça sera pas... Voilà. Ça pourra remplacer les témoignages, c'est évident. Et du coup, justement, donc, ça nous invite, nous, entre guillemets, les passeurs de mémoire, à repenser finalement donc nos actions, à repenser donc les moyens par lesquels on va transmettre cette mémoire. Et c'est actuellement donc l'objet de ma réflexion. Donc peut-être qu'on fera intervenir des enfants de survivants qui parleront de leurs parents. Peut-être qu'on diffusera des témoignages. C'est vrai qu'un jour, dans quelques années, la question se posera. Et vous organisez des événements autour de la mémoire avec, je crois, des institutions? Alors oui, des institutions, si vous voulez. Pour un événement ou pour un autre, j'ai été amené à travailler avec des associations, donc pour la mémoire de la Shoah, mais également pour la mémoire de la déportation pour faits de résistance, beaucoup avec la FND-IRP, en effet, un peu avec la FMD, les amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation dans mon département du Var. Et puis ainsi de suite, oui, j'ai été amené à travailler avec des associations pour des événements. Et puis finalement, donc organiser des événements, des à côté, ça a été, je vous raconterai ça une prochaine fois, mais ce qui m'avait énormément marqué, c'était de permettre la reconnaissance à une dame, une juste parmi les nations qui n'est malheureusement pas encore reconnue comme telle, qui habitait dans le Var et que j'ai connue quand j'avais 15-16 ans, qui avait caché donc des juifs originaires d'Europe centrale en Haute-Savoie. Et ça a été tout un travail, cette dame qui avait déjà 103 ans quand je l'ai connue, pour faire en sorte qu'elle soit reconnue. Et donc, faire en sorte qu'elle soit reconnue, et grâce à la députée de sa circonscription, quelques mois avant sa disparition, on a organisé, oui, il faut préciser qu'il avait fallu dérouler tout le fil de son histoire, retrouver la trace de descendants de personnes qu'elle avait sauvées, qui vivent aujourd'hui en Suisse, et donc retrouver la trace finalement du réseau de sauvetage dans lequel elle était impliquée en Haute-Savoie. Et donc petit à petit la pelote de laine s'était déroulée, si vous voulez, et on a pu retrouver donc chaque élément, et on a pu lui faire avoir symboliquement la médaille de l'Assemblée nationale grâce à la députée de sa circonscription, qui était remarquable, qui s'est vraiment mis à ma disposition pour m'aider. Et donc, elle a pu obtenir cette reconnaissance quelques mois avant sa disparition. Et pour terminer, oui, donc elle était avec elle avait déjà 105 ans, sa fille 85 et son gendre 83. Et on lui remet la décoration, c'était très émouvant. J'avais fait venir une amie ancienne déportée qui était présente. Et pour terminer, la dernière chose qu'elle a dit, elle m'a lâché. Moi, je n'ai fait que mon devoir. Et ça nous a tous soufflé, si vous voulez. Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup, Néo Verriest,
pour votre témoignage précieux et au passage un petit salut amical à Albert Corrieri, Tout à fait. et déporté au camp de Ludwigshafen. Merci. Merci beaucoup, Magali. Merci, au revoir. L'invité de la rédaction